Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Situation toujours chaotique en Égypte. Un étranger a été battu à mort et les journalistes sur place sont pourchassés jusque dans leurs hôtels. Il y a à peine une heure sur la chaîne ABC, le président Moubarak indique qu'il aimerait bien démissionner, mais qu'il redoute le chaos. Dans le monde arabe, le Maroc et l'Algérie sont sous tension. À suivre le regard de notre invité, l'écrivain Yasmina Khadra, dans un instant. Nicolas Sarkozy déclenche la colère des magistrats en pointant du doigt les responsables de l'absence de suivi judiciaire du principal suspect dans le meurtre de Laetitia. Le Parti socialiste fustige un président toujours plus provocateur et diviseur. On en parle avec notre invité, le socialiste Jean-Paul Huchon. Le Sénat rejette contre l'avis du gouvernement l'extension de la déchéance de la nationalité française à certains meurtriers de représentants de l'autorité publique. Motif invoqué, nous ne voulons pas créer deux catégories de Français, affirment les sénateurs de gauche comme les centristes. Bonsoir et merci d'être avec nous. Ambiance délétère ce soir en Égypte et situation toujours extrêmement violente. Des heurts et des lynchages ont eu lieu en pleine rue et en particulier sur la place Tahrir. Il est de plus en plus difficile ce soir pour les journalistes de faire leur travail, pourchassés jusque dans leurs hôtels. C'est une véritable... Aurélien Romano. La nuit dernière, les abords de la place Tahrir ont été transformés en champ de bataille par l'usage de cocktails Molotov. Aujourd'hui, les militaires se sont interposés en tirant en l'air pour dissuader les plus belliqueux. Les récalcitrants sont directement molestés. Au pied du musée du Caire, en rouge à l'écran, les deux camps tiennent leur position. Les militaires veulent absolument éviter que les pro-Moubarak ne rejoignent les manifestants qui occupent la place Tahrir depuis une semaine. Nous sommes au centre du Caire, de chaque côté du musée égyptien. Hier, les pro-Moubarak ont tenté une percée vers la place Tahrir. Aujourd'hui, les deux camps sont séparés par un cordon de l'armée. Un cordon qui se révèle très poreux tant les belligérants veulent en découdre. Ce soir, les manifestants sont épuisés. Dans le camp anti-Moubarak, les vivres et les médicaments commencent à manquer. Les blessés se comptent par milliers. Plus d'une dizaine de personnes sont mortes depuis hier, dont un étranger molesté par la foule. Les journalistes étrangers sont pris pour cible. Selon certains témoignages, ils sont obligés de se défendre avec des bâtons. Plusieurs médias ont d'ores et déjà rapatrié leurs envoyés spéciaux. Et je vous le disais dans les titres, le président égyptien s'est exprimé ce soir sur la chaîne ABC, affirmant qu'il ne voulait pas voir les Égyptiens se battre entre eux. Il a par ailleurs indiqué qu'il aimerait bien, je cite, démissionner, mais qu'il redoute le chaos dans son pays. On va parler de cette situation avec notre invité, l'écrivain Yasmina Khadra. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Je précise, vous êtes également directeur du Centre culturel algérien à Paris. Alors, Yasmina Khadra, on l'a vu, le soulèvement populaire se heurte aujourd'hui en Égypte à une résistance farouche et aveugle. La situation reste très incertaine ce soir, mais on a quand même l'impression que le régime Moubarak tient bon. Il est obligé de tenir bon. Vous savez, s'il venait à céder toute l'influence américaine dans la région va s'émietter. Donc même les États-Unis vont peser de tout leur poids pour que ce régime dure. Et puis, chaque jour qui passe, moi je pense qu'il est à l'avantage du régime. Nous avons une colère qui est dans la rue, mais elle n'est pas encadrée, elle n'est pas protégée, il n'y a pas de logistique autour, et puis surtout il n'y a pas d'ordre de jour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une orientation bien précise. C'est la colère, mais la colère n'est pas toujours lucide. Donc il lui faut impérativement des têtes pensantes, quoi. Il n'y en a pas? Parce qu'on a vu défiler l'opposant Mohamed El-Baradei, on a vu aussi l'opposition des frères musulmans. Est-ce qu'ils ne représentent pas aujourd'hui des personnalités? Petite visite à l'ambassade américaine, on ne l'a plus revu, donc quelque part il a reçu des sommations. Et puis ce qui est vraiment dangereux, c'est que je pense personnellement que ce régime ne pourra pas céder s'il n'y aura pas une violence généralisée. Et il va essayer par tous les moyens de redéployer ses réseaux. Et la preuve, nous sommes en train d'assister à des agressions un peu partout, à une sorte de conflit en gestation. Parce que Oui, d'ailleurs, les aspirations de la rue égyptienne à la démocratie, à la liberté, elles sont on ne peut plus légitimes. Mais est-ce qu'on peut craindre le
chaos, j'allais dire, comparé peut-être, vous allez me dire si c'est le cas, à la situation de l'Algérie en 1988. Ce n'est pas la même chose, mais ça va déboucher sur pratiquement la même chose. Vous êtes très pessimiste. Oui, je suis absolument pessimiste. Je sais que Moubarak, d'abord, il faut cadrer le personnage. C'est un personnage qui est très narcissique, assez mégalo, et qui a beaucoup d'orgueil, de cet orgueil négatif dont parle Sartre. Donc il ne cédera pas. Même si les Américains venaient lui demander de quitter le pouvoir, il restera toujours dans les coulisses. Il va choisir lui-même son remplaçant, il va tirer les ficelles à partir de l'ombre. Alors Yasmina Khadra, on va continuer notre entretien. Nous sommes en direct depuis le Caire avec le correspondant pour France 24, Igal. Une cible aujourd'hui en Égypte. Est-ce que vous-même ou vos confrères Igal ont été pris à partie aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu des scènes de ce genre? Nous avons vu des scènes de ce genre, nous avons vu des photographes, des journalistes, des caméramans être lynchés par la foule. L'armée s'est parfois interposée, l'armée a au contraire, à d'autres reprises, laissé faire. Elle a également, elle sait que ces lynchages ont lieu, elle sait que la foule des partisans pro-Moubarak est là pour purger le pays des étrangers, de ceux qui veulent salir l'image de l'Égypte, de ceux qui veulent salir l'image du président Moubarak, de haine, d'hostilité, d'agressivité systématique à l'égard des journalistes et des étrangers est bien sûr faite. Il ne fait aucun doute, on l'a pu l'entendre parmi les pro-Moubarak, pour éviter que ces affrontements qui secouent la capitale égyptienne ne se fassent sous les yeux des journalistes étrangers. Ces affrontements qui demain pourraient prendre une tournure bien plus dramatique si la mobilisation dans les deux camps atteignait les objectifs fixés par les organisateurs des deux manifestations. Si cette mobilisation avait le succès attendu, eh bien au vu des 2 jours derniers, on pourrait assister à un début de guerre civile ici au Caire et peut-être dans le reste de l'Égypte. L'armée laisse faire, l'armée reste dans son devoir de neutralité qu'elle s'est imposé à elle-même, un devoir de neutralité qui laisse les violences se dérouler ici. Igal, on a vu des affrontements depuis hier, hein, vous en avez parlé, des affrontements anti et pro-Moubarak. Est-ce que ces partisans du Raïs sont, on va dire, achetés par le régime ou alors est-ce que c'est une véritable société qui est divisée sur son sort aujourd'hui? La question est très difficile. C'est une question très difficile parce qu'il n'y a pas de sondage d'opinion en Égypte. Ils sont interdits lorsqu'ils sont de nature politique, mais en tout cas ce qui est évident, c'est que parmi les manifestants pro-Moubarak, il y a des membres de la police, il y a des membres des services de sécurité qui sont là pour organiser et parfois battre le rappel. Parmi ces organisateurs, ils sont là pour encadrer ces mouvements, ces jeunes qui s'opposent par la violence aux manifestants qui sont regroupés sur la place de la Libération. Oui, Igal Sadoun, pour votre témoignage donc sur place au Caire. Vous êtes le correspondant pour France 24. Merci pour toutes ces précisions. Alors on revient sur le plateau avec vous, Yasmina Khadra. On a entendu un terme très fort de guerre civile. Oui, moi j'y pense vraiment. Parce que nous sommes en train d'assister à une véritable guerre d'usure d'abord. Le régime sait que les atouts sont entre ses mains. D'abord, nous avons une population qui est complètement livrée à elle-même. L'économie est à l'arrêt. Il y a des gens qui commencent à crier famine, comme on dit. Et ça, c'est très, très dangereux pour la suite du combat. Alors, en Tunisie, on a parlé du dictateur Ben Ali, qui est resté au pouvoir plus de 20 ans. En Égypte, on évoque le dictateur Moubarak au pouvoir depuis plus de 30 ans. Et en Algérie, que dit-on de Bouteflika? Bon, certains le traitent de dictateur. Mais je pense que le problème algérien n'a rien à voir avec la Tunisie ni avec l'Égypte. Le problème, c'est une question de légitimité historique. C'est un pays révolutionnaire et par définition, un pouvoir révolutionnaire ne peut pas s'accommoder d'un charisme autre que le sien. C'est-à-dire tout ce qui est intellectuel, artistique et tout ça, c'est banni. Mais ce n'est pas du tout la même situation. Nous avons connu peut-être la même manipulation qui est en train de s'opérer aujourd'hui en Égypte. En 1988, nous étions dans les rues. Le peuple algérien, moi j'étais soldat à l'époque,
mais le peuple algérien était dans les rues, mais il n'avait pas des gens capables d'encadrer cette colère. Sur ce sujet, dernière question, une grande actualité en Algérie aujourd'hui. Le président Bouteflika a annoncé la levée de l'état d'urgence. Une manifestation, une manifestation interdite par le pouvoir va quand même être organisée le 12 février. Donc vous ne sentez pas les germes d'un soulèvement? Non, c'est pas du tout la même chose. En Algérie, ce que les gens veulent, c'est le travail. C'est une vie décente, rêver et d'aller vers ce rêve. Voilà, il y a un énorme problème de corruption. C'est une corruption qui est généralisée à tous les niveaux. Il y a l'incompétence aussi qui maintient la médiocrité et tout. Mais vous ne faites pas le même, donc ce ne sera pas le même scénario. C'est pas du tout la même chose. Alors Yasmina Khadra, tout autre chose. Je vais vous faire réagir à la disparition de l'un des fils spirituels d'Aimé Césaire. Je veux parler de l'écrivain Édouard Glissant. On va regarder ensemble d'abord un extrait de l'émission Bibliothèque Médicis. Il a été reçu il y a quelque temps par Jean-Pierre Elkabbach. On regarde. Quelqu'un qui exige de la repentance se rabaisse. Il n'y a pas à exiger de repentance ou de repentir. Quelqu'un qui offre la repentance peut-être se grandit. Peut-être. Mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Ce qui est intéressant, c'est de conjoindre les mémoires. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Aimé Césaire? Édouard, moi je l'ai rencontré à Mexico. J'ai dit Aimé Césaire, oui. Édouard Glissant. Moi je l'ai rencontré à Mexico et toute ma famille a dîné avec lui un soir. Il était avec Octavio, non pas avec Alvaro Mutis. Oui. Voilà, et je crois que c'est un homme qui a toujours été à la recherche d'une vérité qui finalement il n'atteindra jamais. Parce que quand on parle déjà de pas de repentance, moi je trouve que non, pour avoir une certaine noblesse, il faut savoir dire pardon. Merci beaucoup Yasmina Khadra. Je vais rappeler le titre de votre dernier ouvrage, L'Olympe des Infortunes. On peut dire que c'est un conte philosophique? Pour moi c'est un roman. Un roman. Oui. Alors à lire. Merci beaucoup Yasmina Khadra pour cette analyse de la situation. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur l'Égypte évidemment. Nous vous informons de toutes les informations au fur et à mesure qu'elles arrivent. On passe à présent à l'actualité en France avec le rejet du Sénat contre l'avis du gouvernement de l'extension de la déchéance de nationalité française à certains meurtriers de représentants de l'autorité publique. Motif invoqué, eh bien nous ne voulons pas créer deux catégories de Français, affirment les sénateurs de gauche comme ceux du centre. Tous les détails avec Sandra Cerquera. L'ensemble des sénateurs de l'Union centriste s'opposent fermement et solidairement au vote de cet article 3 bis. Ils ont dit non ensemble, les centristes et la gauche, contre la déchéance de la nationalité. Le centre l'avait annoncé et il est allé jusqu'au bout, unanime. Pour eux, le gouvernement est allé trop loin, il fallait faire obstacle. Ça fait partie de ces lois, finalement, qui sont des véhicules de communication, mais qui ne servent à rien et qui, dans certains cas, pourraient créer des apatrides, ce qui est indigne. À gauche, on se félicite de cette décision qui a permis de contrer une mesure anti-républicaine. Le Sénat se distingue, le Sénat s'honore sur ces questions, parce qu'il y a, à droite comme à gauche, des vrais républicains. Vous vous souvenez de l'ADN? C'est le Sénat qui a vidé de tout son sens ce texte, cette idée inique d'ADN. Le rapporteur du projet de loi y a pourtant cru jusqu'au bout. Encore ce matin, il tentait de convaincre les centristes et se dit déçu de leur vote. On ne peut pas impunément porter atteinte à l'État qui, un moment, vous a donné j'allais dire le bonheur, mais l'honneur de pouvoir devenir français. Le gouvernement est mis en difficulté. Reste à savoir désormais si l'Assemblée nationale reviendra sur ce vote en seconde lecture. Voilà pour ce vote au Sénat. Le Sénat où s'est déroulée d'ailleurs aujourd'hui une journée franco-allemande pour préparer la réforme de la politique agricole commune. On écoute d'ailleurs Gérard Larcher qui a ouvert le débat. Cette journée qui a rassemblé des collègues aussi bien dans chacun des pays de la majorité comme de l'opposition, aboutit sur un constat: importance et légitimité de la PAC, volatilité des prix agricoles, accord sur l'environnement, instruments de marché, niveau de crédit, aboutissent à un texte commun. Ce qui ne veut pas dire qu'on a réglé en une journée, parfois quelques différences d'approche, mais nous avons décidé
j'allais dire, d'avancer ensemble. Et dans l'actualité, Nicolas Sarkozy qui déclenche la colère des magistrats en pointant du doigt les responsables de l'absence de suivi judiciaire du principal suspect dans le meurtre de Laetitia. Le Parti socialiste fustige ce soir un président toujours plus provocateur et diviseur, Paul Bouffard. Une semaine sans audience. Les magistrats du tribunal de Nantes manifestent après de nouvelles mises en cause par Nicolas Sarkozy dans l'affaire Laetitia. Justice et police sont mises au pilori. Le chef de l'État vise les services qui ont permis la remise en liberté sans suivi du principal suspect dans le meurtre de Laetitia à Pornic. Il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements. Graves. Il faut regarder les choses en face. C'est mon devoir. Ces dysfonctionnements, j'ai demandé aux deux ministres, Michel Mercier et Brice Hortefeux, de les sanctionner. Chez les magistrats, le ras-le-bol monte. Jackie Coulon, secrétaire de l'Union syndicale pour la Loire-Atlantique, rétorque et déclare « Il y a dysfonctionnement dans la mesure où il y a manque de moyens ». Un mouvement inédit pour les magistrats du TGI de Nantes qui ont décidé de suspendre la totalité des audiences, soutenues par les principaux syndicats de la magistrature. C'est des propos faux, c'est une utilisation politique, alors qu'on est dans une situation où les collègues de Nantes avaient à de multiples reprises, et avec d'ailleurs l'accord de leur hiérarchie, avisé sur leur absence de moyens et sur les mesures qu'ils prenaient pour tenter de traiter au mieux les dossiers qui leur étaient attribués. Donc Nicolas Sarkozy est allé trop loin, mais c'est terrible parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois... Une action nationale commune est d'ailleurs attendue pour la fin de semaine prochaine. Le garde des Sceaux, Michel Mercier, propose lui une rencontre aux professions judiciaires. L'invité politique du 22h, c'est le président socialiste de la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Alors on vient de le voir, Nicolas Sarkozy a mis en cause les dysfonctionnements de la justice dans l'affaire Laetitia. Est-ce que, dans la forme, ça vous a choqué ? Oui, parce que la séparation des pouvoirs est un principe constitutionnel, un principe inhérent à notre culture des libertés publiques. La deuxième remarque que je ferai, c'est qu'on ne peut pas, même si cette affaire est particulièrement blessante pour la famille, les parents, les amis, on ne peut pas faire toujours de la politique sur le dos des institutions en se fondant sur l'émotion ressentie. C'est pas une bonne manière de gouverner. Je pense qu'un président de la République devrait être plus serein, plus calme. Mais est-ce qu'on doit quand même s'interdire de montrer qu'il y a pu y avoir des manquements et des dysfonctionnements dans cette chaîne judiciaire ? Il faudra le vérifier, mais vous savez, en matière de justice, je crois que c'est les syndicalistes qui le disaient, c'est quand même le budget le plus sacrifié de cet État depuis de fort longues années. On sait que les prisons sont surpeuplées, on sait que les peines alternatives ne peuvent pas vraiment s'effectuer, on sait qu'on n'a pas encore les moyens de payer, semble-t-il, des bracelets électroniques. Donc, vous êtes en train de dire que c'est finalement la faute du gouvernement ? Je pense que c'est la faute des gouvernements qui n'ont pas pensé que la justice, le budget de la justice, était peut-être le budget symboliquement le plus important de la République. Alors, autre polémique, la gauche demande toujours la démission de Michèle Alliot-Marie, la ministre des Affaires étrangères. Et tout à l'heure, François Baroin a dit que l'affaire était close. Est-ce qu'elle est close pour vous ? Écoutez, je souhaite qu'elle le soit. Je crois que ce qui est reprochable au gouvernement, à la ministre peut-être, c'est une lenteur de réaction, une insensibilité par rapport à la situation tunisienne, peut-être bientôt égyptienne. Le reste a vraiment peu d'importance. J'en ai un peu assez, moi. C'est drôle parce que votre position, elle tranche avec celle des autres socialistes. Est-ce que Michèle Alliot-Marie a dénoncé... Je n'aime pas les attaques ad hominem ou ad féminem. Je n'aime pas les attaques personnelles. Je pense que Michèle Alliot-Marie, par ailleurs, est une femme, un ministre gaulliste avec de vraies convictions et je n'ai pas envie de l'accabler. Est-ce que aussi vous ne l'accablez pas parce que finalement elle dénonce un acharnement, vous connaissez une situation compliquée, on va en parler aussi avec, ça n'a rien à voir bien sûr, avec un contentieux sur une campagne de communication dans votre région, mais vous avez dit à un moment on veut m'abattre. Est-ce que c'est un acharnement que vous dénoncez? Vous comprenez en tout cas ces moments difficiles?
Oui, mais je pense, si vous voulez, que en ce qui nous concerne, en ce qui me concerne, dans cette affaire portée devant le Conseil d'État, puis maintenant, heureusement, devant le Conseil constitutionnel, c'est plutôt le fait qu'un seul homme doit porter la responsabilité d'une élection que, par ailleurs, le juge ne veut pas annuler. Et donc, au fond, c'est une forme d'assassinat à froid d'un responsable politique qui a gagné par ailleurs par 57% des voix, 400 000 voix d'écart, et qui a sa bonne foi pour lui. Donc vous voilà. êtes confiant sur la suite? Je suis plutôt serein parce que le fait de poser la question de constitutionnalité au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même un doute sur la proportionnalité et la pertinence des sanctions qui sont envisagées. Donc je pense que c'est un premier pas. Alors, sur le Grand Paris, Jean-Paul Huchon, vous avez conclu un accord avec le ministre de la Ville, qui est Maurice Leroy, puis la ministre de l'Écologie. Les écolos franciliens, ils sont vent debout, ils dénoncent quasiment le pacte du diable. Oui, écoutez, moi ça fait, je dis pas que ça m'amuse, mais ça me fait sourire, parce que ça fait 4 ans que j'ai déposé entre les mains du gouvernement, que je me suis battu avec lui et avec eux, d'ailleurs, les écologistes, avec moi et les communistes, pour obtenir de nouveaux moyens pour le transport public, parce que ce grand réseau de transport d'Île-de-France, il est devenu moins performant qu'avant. Autrement dit, j'obtiens ça. C'est un accord qui porte sur... Ils ne sont pas reconnaissants, ces écolos. Non mais attends, c'est un accord qui porte sur 32 milliards, qui va vraiment changer la vie des gens. Ma responsabilité, c'était de le conclure. Ce que me disaient les écologistes à 10 heures de la clôture de la négociation, c'était est-ce qu'on ne pourrait pas attendre encore 24 heures? Mais les Franciliens ne peuvent pas attendre très longtemps que leur transport s'améliore. Quand on les écoute, ces écolos, ils disent qu'en fait, vous avez renié vos engagements. Ils prennent un exemple précis. C'est que l'accord prévoit le passage d'un métro par le futur technopole de Saclay. Oui. Et les écolos ils préfèrent un bus. Mais il paraît que vous aussi, vous préférez un bus. Mais j'ai rien du tout. J'ai pas trahi, puisque j'ai dit que sur ce point-là, et je le redis encore ce soir, nous ne sommes pas d'accord avec l'optique du gouvernement qui consiste à sans doute urbaniser trop fort, trop vite le plateau de Saclay et qu'il faut attendre de voir comment s'installeront les chercheurs, les entreprises pour ensuite éventuellement évoluer vers un autre mode de transport. Pour le moment, ce qu'on a prévu, c'est-à-dire un bus en site propre puis un tramway, ça va bien. Finalement, quand vous avez dit vous avez pris vos responsabilités en signant cet accord, ça veut dire qu'eux ne l'ont pas pris. Est-ce que les écologistes sont prêts à gouverner, à être un parti aux responsabilités? Quand vous voyez ce qui se passe dans votre région. Je pense que si vous voulez, il y a eu un désaccord sur ce point-là, mais nous abordons la semaine prochaine un conseil régional où ce sont les écologistes qui présentent, mes vice-présidents, la plupart des dossiers. Ça va se passer bien. La majorité va continuer à travailler. Vous n'êtes pas rancunier, parce que ce sont vos futurs partenaires. Faites attention. Je ne veux pas jeter du bois dans le feu. Merci beaucoup Jean-Paul Huchon. Restez avec nous. On va reparler de la polémique autour de Michel Alliot-Marie, à qui l'on reproche, vous le savez, de s'être rendu fin décembre en Tunisie. On le rappelle, alors que les troubles avaient déjà commencé, malgré ce qu'elle a dit hier aux 20h de France 2, la ministre des Affaires étrangères, qui a par ailleurs bénéficié d'un vol intérieur dans le jet privé d'un homme d'affaires tunisien. Elle était accompagnée de Patrick Ollier, qui est son compagnon et qui, bien sûr, la défend. On va l'écouter sur ce sujet. Je suis choqué de l'outrance des accusations, je suis choqué des amalgames qui sont faits et des suspicions qui sont créées, parce que si quelqu'un suit une ligne droite dans le cadre justement de cette volonté de ne pas mélanger la vie privée et la vie publique, c'est bien Michel. Si quelqu'un respecte les critères de l'honnêteté jusqu'au bout des ongles, c'est bien elle aussi, et c'est très injuste que ce soit elle qui soit mauvaise foi incontestablement. Voilà, Patrick Ollier sur notre antenne. Et on reçoit Olivier de Lagarde. Bonsoir. Bonsoir Olivier, Sonia. Pour votre billet décalé comme un jeudi sur deux, vous allez parler de MAM. Eh oui, c'est une affaire qui risque de lui coller au basque, comme on dit dans sa bonne ville de Saint-Jean-de-Luz. Mais c'est surtout assez incroyable de la part de Michel Alliot-Marie. Et c'est pourtant pas une débutante en politique, cette ministre des Affaires étrangères. Elle connaît la musique et la défense et la justice et l'intérieur. Elle a été ministre de tout, même du sport. Et la voilà qui, arrivée au Quai d'Orsay, décide de passer ses vacances dans une dictature en pleine insurrection.
et qui se dit qu'elle va aller faire un petit tour d'avion privé avec un cacique du régime. Je vous rappelle au passage qu'il y a seulement 8 mois, Alain Joyandet a dû quitter le gouvernement.